Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les capteurs résistifs de température. C'est des capteurs dont la résistance varie en fonction de la température. Dans les applications, nous allons utiliser une résistance de platine, un capteur qui s'appelle PT100. Donc c'est une résistance de platine qui fait 100 ohms lorsque la température est de 0 degré Celsius. Ce capteur est défini par une norme qui s'appelle la norme IEC 60751. Donc les informations dans cette vidéo vont nous permettre de bien préparer le TD3. Alors il y a plus d'informations que ce qu'il faut, il y a pas mal de choses qui sont sur la culture générale. Dans cette vidéo, nous allons aborder un certain nombre de points. Alors certains seront plus utiles que d'autres pour la résolution du TD numéro 3. Donc on va commencer par le principe physique du capteur. Comment ce capteur, à partir d'une résistance de platine, est capable de mesurer la température. Donc ça, ce sera plutôt de la culture générale. Ensuite, on utilisera un montage simple pont-diviseur pour pouvoir acquérir l'information du capteur. Ça, c'est si on a par exemple une carte Arduino, donc on ne le verra pas trop dans l'exercice. Dans l'exercice TD numéro 3, on va alimenter le capteur en courant. Donc là, on va avoir un rappel de ce qu'est l'alimentation en courant. Et pour la culture générale, on va donner un exemple de circuit d'alimentation en courant. Ce qui va plus nous intéresser pour le TD numéro 3, en fait, c'est de faire en sorte que la sortie du capteur maximise la plage de conversion du convertisseur analogique numérique. Alors, nous verrons que pour ça, on a besoin de définir deux choses. Un offset, qui va nous permettre de définir le 0, en sortie, en tension, et un gain qui va nous permettre d'utiliser toute la plage. Et enfin, à la fin du TD, de manière facultative, il est demandé de créer un conditionneur un peu plus simple que celui qui est proposé. Ici, nous proposerons un conditionneur linéaire à base d'amplificateur opérationnel et d'alimentation en tension. Donc la première chose que nous allons aborder, c'est le principe physique d'un capteur résistif de température. Donc on va considérer un petit morceau de matériau conducteur, donc un métal. Nous ce sera du platine, mais ça marche aussi avec du cuivre, du tungstène ou du nickel. Et donc dans ce morceau de métal, les atomes sont organisés sous forme d'un réseau régulier, une grille. Et à l'intérieur de cette grille, en fait, les électrons libres, donc ceux qui peuvent permettre par exemple d'assurer la conduction du matériau, sont en mouvement. Donc que se passe-t-il lorsque je connecte ce petit morceau de matériau à une batterie, par exemple ici avec un pôle plus et un pôle moins reliés aux deux extrémités du matériau? Les électrons vont se déplacer dans le sens inverse du champ électrique ou de la convention qui est donnée pour le courant. Les électrons sont chargés négativement, donc ils vont aller vers le plus. Donc c'est simplement une convention, le sens du courant qui a été défini avant que l'on sache que les électrons se déplaçaient dans l'autre sens. Et donc tous les électrons vont chercher à atteindre la borne plus de notre alimentation, mais en fait, en réalité, les électrons ne parcourent pas tout le circuit. Ils vont être très vite arrêtés par la présence d'un atome qui va leur bloquer la route. Et lors de la collision, un autre électron sera libéré de l'atome et partira à son tour pour participer à la conduction et à la production du courant électrique. Donc maintenant, on va voir l'effet de la température. Donc, quand il y a uniquement un effet de température, les électrons n'ont pas de direction privilégiée. Il n'y a pas de champ électrique pour leur dire dans quelle direction aller. Donc, ils vont se déplacer un peu dans tous les sens. Et plus la température augmente, en fait, plus les atomes ici se mettent à vibrer avec une plus grande amplitude. Et donc, plus la chance augmente, en fait, qu'un électron vienne en collision rapidement avec un atome. Alors quand on baisse la température, qu'on se rapproche du 0 degré K, le fait que les atomes ou les ions qui sont la partie chargée positivement se déplacent moins, ça va augmenter la conduction parce qu'il y aura moins de chances de collision. Donc ici, si on reprend une partie de notre réseau avec 4 atomes, lorsqu'un électron ici est libéré par un atome, il va se déplacer dans une direction aléatoire, entrer en collision avec un autre atome, et à ce moment-là, un autre électron va être éjecté de cet atome et partir dans une direction aléatoire.
Alors la caractéristique qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le temps de relaxation. En fait, c'est le temps moyen que l'on a entre le départ de l'électron et sa collision. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Ce qui est important pour le capteur de température, quand la température va augmenter, les oscillations de A vont augmenter, le risque de collision à plus court temps ou à plus courte distance va augmenter, et donc taux va diminuer. Donc, ce que subit chaque électron libre, en fait, c'est le vecteur qui est lié au champ électrique de direction constante et un vecteur aléatoire dû à l'agitation thermique. Et donc, le déplacement final va être la somme vectorielle des deux. Et donc, en valeur moyenne, la vitesse de déplacement d'un électron due au champ électrique, elle va être constante. Elle va dépendre de si le champ électrique est constant, elle va être constante. La moyenne, comme c'est complètement aléatoire, les directions, la moyenne de l'agitation thermique, elle est nulle. Hein, les directions sont complètement aléatoires. Donc, la vitesse moyenne résultante sera celle qui est donnée par l'application d'un champ électrique. Donc, on va noter notre V moyen petit v, et on va dire que petit v est égal à moins petit e grand E sur m fois tau. Donc, on reconnaît tau qui est notre temps de relaxation qui va agir sur v. Petit e, c'est la charge de l'électron, petit m, la masse de l'électron, et grand E, c'est mon champ électrique. On voit que si on enlève le champ électrique, il n'y a plus de vitesse moyenne de déplacement, les électrons restent globalement à peu près au même endroit, il n'y a pas de conduction. Donc la conductivité, ça va être le champ électrique divisé par la densité de courant. Donc la densité de courant, c'est le courant qui passe à travers une section de matériau grand A. Donc, et le courant I, en fait, s'exprime par moins N petit e grand A fois V. Et N, ça va être la densité d'électrons libres par unité de volume. Hein. C'est le nombre d'électrons libres qu'on a pour un volume donné. Et donc, du coup, comme j'ai I, je peux calculer J, la densité de courant, et donc le A se simplifie, donc ça fait moins NE fois la vitesse. Et si je remplace la vitesse par sa formule que j'ai donnée au-dessus, donc 1 sur J va être égal à M divisé par N, donc la densité d'électrons, E au carré, donc la charge de l'électron au carré, le champ électrique, et le temps de relaxation. Donc du coup, la conductivité, donc ce qui va me permettre de dire si le matériau est conducteur ou pas, ou plus ou moins conducteur, ça va être E divisé par J, donc c'est la masse divisée de l'électron divisé par N, la densité d'électrons, fois la charge au carré, et fois tau. Quand on a un matériau de longueur L et de section A, la résistance du matériau est directement liée à la conductivité par la formule R égale ρ L sur A. Donc ce qui va nous intéresser comme paramètre, c'est comment ρ, la conductivité, va varier sous l'effet de la température et ainsi me faire changer la valeur de résistance. Donc j'aurai une résistance qui va varier avec l'effet de la température. Donc si on reprend de la formule de ρ, on a des choses qu'on connaît bien, qui sont m, la masse de l'électron, et E, sa charge. La densité d'électrons, donc c'est-à-dire le nombre d'électrons par unité de volume, ça dépend du matériau, donc on peut le définir avec les caractéristiques du matériau. Et il nous reste à définir un truc important qui est le temps de relaxation qu'on a vu, qui était quelque chose qui changeait avec la température à laquelle était soumis le matériau. Donc tau, ça va être égal à lambda divisé par V0, donc lambda c'est la distance moyenne parcourue par un électron, et V0 c'est la vitesse de l'électron qui est soumis à l'agitation thermique. Donc là, pareil, on va rester sur des modèles finalement assez simples, on va utiliser une loi qui s'appelle la loi d'équipartition, et qui va me relier en fait la vitesse de l'électron par agitation thermique, donc le V0, à la température. Donc après, en remplaçant tout ça dans les formules, et en considérant que le temps de relaxation c'est lambda sur V0, j'obtiens une formule de la résistivité, ici ρ, qui va être égale à racine carrée de m fois 3 kBt, le tout divisé par n lambda e carré. Donc c'est une formule, malgré qu'on ait pris des hypothèses assez simples, qui est relativement compliquée. Et le truc qui est important, en fait, c'est de remarquer que ρ va dépendre de T, la température, hein, on la voit explicitement ici. Elle va dépendre aussi de la température parce que lambda va dépendre aussi de
la température, parce que plus il y a d'agitation thermique, donc plus il y a de température, moins les électrons ont une chance de parcourir une longue distance. Donc tout ça pour dire qu'on ne va pas trouver de relation simple, analytique, entre la température et la conductivité d'un métal. Donc ce qui se passe aussi, c'est que les mouvements sont difficiles à modéliser. Nous, on a utilisé ici un modèle qui s'appelle le modèle de Drude, et ça c'est un modèle extrêmement simpliste qui date du début du XXe siècle. Maintenant, on va utiliser pour modéliser les mouvements et les collisions d'électrons de la mécanique quantique qui est un peu plus compliquée à utiliser. Donc, pour rester à un niveau finalement assez simple pour une utilisation industrielle des capteurs, on va utiliser des formules ou des développements limités qui vont être estimés à partir de mesures. Donc pour les conducteurs, donc ce qui nous intéresse ici aujourd'hui avec le capteur à résistance de platine, donc les conducteurs métaux ou alliages, ben la résistivité en fonction de la température, ça va être une résistivité nominale à une température donnée qui s'appelle ρ0, facteur de 1 plus alpha la température, plus bêta la température au carré, plus gamma la température au cube, et ainsi de suite. Le but du jeu va être, à partir de mesures, d'essayer de trouver quels sont les meilleurs alpha, bêta, gamma pour modéliser la résistivité de mon matériau. A noter que pour les semi-conducteurs, on a l'effet inverse. Là, on voit que la résistivité va augmenter, donc la résistance va augmenter quand la température augmente. Sur les semi-conducteurs, on a un peu le même type de formule avec un seul paramètre bêta à estimer. Et là, on va voir que la température dans les semi-conducteurs fait baisser la conductivité, donc rend le semi-conducteur plus conducteur et diminue sa résistance. Voilà, donc là, si on reprend des ouvrages comme le Handbook of Electrical Resistivity, on a les mesures des différents matériaux. Mais par exemple, ici en bleu le cuivre, en rouge le tungstène, en vert le nickel, et ce qui nous intéresse, en magenta, ici on a le platine. Alors on voit que le platine est relativement intéressant parce que la pente est plus élevée que celle du cuivre, donc ça veut dire en termes capteur que ce capteur sera plus sensible, hein, il va produire une variation de sortie plus importante pour une variation d'entrée donnée, et il est finalement relativement linéaire. On voit que ici le nickel qui est plus sensible est moins linéaire. Donc en pratique, sans embêter, on va considérer dans la plupart des cas un développement au premier ordre, et donc la résistivité du capteur, ρ de t, qui est égal à ρ, va être égal à ρ0 facteur de 1 plus alpha t moins t0. Alors en général, on ne s'embête pas, on prend t0 égale 0 degrés Celsius, on prend t en degrés Celsius, et donc du coup, on n'a plus qu'un seul coefficient à déterminer, qui est le coefficient alpha. Et donc si on reprend la formule qu'on a vue précédemment, la résistance étant la résistivité fois la longueur du matériau divisé par sa section, on considère que R0, entre R et R0, on n'a pas de dilatation significative du capteur, donc L0 est égal à L et A0 est égal à A. Donc la formule se simplifie en fait en R, la résistance du capteur, qui va dépendre de grand T, va être égal à R0, facteur de 1 plus alpha T moins T0. Donc si on revient à notre capteur qui est une résistance de platine PT100, la formule s'écrit simplement résistance de T, R de T, est égal à R0 facteur de 1 plus alpha T. Donc alpha est une constante qui est définie par la norme IEC 60751. R0, c'est la valeur à 0 degré C, c'est 100 ohms. Et la température est exprimée en degré C, grand T est en degré C, et donc comme T0 égale 0 degré C, on n'a plus le terme T0 qui apparaît. Si on souhaite un modèle plus précis, donc un modèle qui va jusqu'au troisième ordre, on peut utiliser le modèle de Callendar-Van Dusen. Donc là, la résistance va être définie par un développement polynomial au second degré pour les températures entre 0 et 661 degrés C, température positive. Et pour les températures négatives, on va introduire un terme du troisième ordre, C, facteur de T-100 au cube, et qui va être valable jusqu'à moins 200 degrés C. Nous allons maintenant aborder le montage le plus simple pour utiliser ce capteur résistif, c'est le montage de type pont diviseur de tension. Donc on alimente le pont par une tension VCC. Alors lorsqu'on a une carte Arduino par exemple, on peut récupérer cette tension sur la carte Arduino. On passe à travers une résistance R1 et on place en dessous la résistance de notre capteur,
R de T. Donc ici, il y a le capteur, et là, il y a la résistance qui permet de faire le pont diviseur. Le capteur, c'est un capteur PT100, donc pour T0 égale 0 degré C, on a R0 égale 100 ohms. Donc on prend la formule simple de calcul et on obtient la résistance pour moins 50 degrés C. Donc la formule simple, c'est celle du premier ordre. Moins 50 degrés C, j'aurai 80,3 ohms. Et à 250 degrés C, j'aurai 194,1 ohms. Donc si je calcule la tension aux bornes du capteur VC ici de T, ça va être égal à la tension d'alimentation multipliée par la résistance du capteur, donc la résistance qui est aux bornes de cette tension, divisée par la somme des résistances, donc R1 plus R de T. Étant une mesure donc de moins 50 à 250 degrés, et VCC vaut 5 volts. Et tout ça, en finale, me donne une tension aux bornes du capteur qui va varier de 2,2 volts à 3,3 volts. Donc, on a dit qu'on considérait la méthode simple du premier ordre, donc R de t est égal à R0 facteur 1 plus alpha t, et alpha vaut 3,85 10-3. Donc, dans ce cas-là, je rappelle la formule du pont diviseur. Avec la formule du pont diviseur, je peux trouver la valeur de R de t en fonction de la tension VC de t mesurée. C'est simplement R de t égale R1 VC de t, tout divisé par VCC moins VC de t. Lorsque j'ai la résistance ici, j'applique ma formule simple du premier ordre et j'obtiens R de t égale R0 facteur de 1 plus alpha t. T est égal à R de t moins R0 sur alpha R0. Donc, je mesure VC de t, à partir de VC de t, j'obtiens R de t, et à partir de R de t, j'obtiens T. Donc si je me mets en théorie à 50 degrés C, j'obtiens VC de t qui vaut 2,72 volts, R de t qui vaut 119,4 ohms, et donc une température estimée de 50,4 degrés. Donc on voit que finalement, c'est assez proche de la théorie. Alors tout simplement parce que la résistance est simulée de manière plus précise que la régression le développement limité au premier ordre, et qu'on a des termes en t carré, t cube dans la modélisation, dans la vraie résistance. Et donc à 200 degrés C, on a la même chose, on a une erreur à peine un peu plus grande, et la principale source de l'erreur va être l'erreur de linéarité. Parce qu'on est resté sur un modèle linéaire, donc avec une certaine erreur de linéarité. Nous allons maintenant tester ce montage de type pont diviseur de tension sur deux configurations. L'un qu'on va utiliser classiquement en électronique pour faire du prototypage, qui est une carte Arduino, donc on prendra une carte Arduino Uno. Et le deuxième, c'est une simple vérification avec un convertisseur analogique numérique 8 bits. Donc pour cela, on va utiliser le simulateur open source SimulIDE, vous avez l'URL qui est ici. Alors on utilise une version modifiée pour pouvoir ajouter nos capteurs et définir vraiment la fonction de chaque capteur. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce code modifié à cet endroit-là. Donc ça c'est le code source modifié. Et vous pouvez retrouver des exécutables pour Windows 10, macOS et Linux à cet endroit-là. Donc on va passer à la simulation de la carte Arduino sur la carte Arduino Uno. Donc ici j'ai mon simulateur, je vais ouvrir le fichier, donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. Le capteur est ici, la résistance R1 est ici et vaut 100 ohms, et donc la tension du pont diviseur est mise en entrée A0 de la carte Arduino qui va convertir ça sur 10 bits, et on voit l'alimentation ici VCC est prise sur le 5 volts de la carte Arduino. Et donc on a un petit programme dans la carte Arduino. Donc ce que l'on fait, c'est que on exporte le binaire compilé dans un fichier, et ici on vient recharger le firmware à cet endroit-là, et après il reste juste à exécuter le programme. Et donc à 50 degrés C, on voit qu'on a une résistance estimée qui est de l'ordre de 194 ohms, et donc une température estimée de 241 degrés C, presque 242, et si ici je passe à moins 50 degrés,
Là, on voit l'effet de la constante de temps du capteur. La valeur ne va pas arriver instantanément à la nouvelle valeur. Donc on a 80 ohms et une température de l'ordre de moins 51 degrés. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Alors les principaux écarts par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est simplement que le modèle pris pour faire le capteur est un modèle du troisième ordre et que nous, on raisonne ici dans le programme Arduino, on raisonne avec un simple modèle du premier ordre, R égale R0 facteur de 1 plus alpha t. Donc ça c'est pour la partie Arduino. Maintenant on peut tester avec un modèle beaucoup plus simple, on n'est pas obligé de mettre une carte Arduino pour tester notre montage, on peut prendre un simple convertisseur analogique numérique 8 bits, et là on met deux afficheurs et 7 segments, donc ça va nous donner en hexadécimal la valeur convertie. Donc je démarre, j'ai toujours R1 la résistance de mon pont qui vaut 100 ohms, et une alimentation ici VCC à 5 volts. Donc par exemple ici j'ai 110 degrés, ça fait 2,9 volts et ça affiche le code 95 hexa que je pourrais retransformer, à partir duquel je pourrais retrouver la température. Donc si je passe à moins 50, ça va me donner un code hexa de 71 qu'il faudra retransformer. Il faudra à partir de ce code-là retrouver la résistance RC et ensuite retrouver la température. Et donc si je passe à 250 degrés, je vais jusqu'à 8. On verra que ça pose un petit problème, c'est que si j'utilise le pont diviseur, je n'utilise pas toute la capacité de mon convertisseur analogique numérique dans ce cas-là, parce qu'on voit ici ça ne commence pas à 0, et ici ça ne se termine pas à 255 ou FF. Donc on est un peu pénalisé, on n'utilise qu'une partie du convertisseur avec le pont diviseur de tension. Donc si on reprend notre montage avec la carte Arduino Uno, le convertisseur numérique, analogique numérique, est un convertisseur 10 bits. Donc pour une variation d'entrée, une plage d'entrée qui va de 0 à 5 volts, ça va me donner un nombre qui va être compris entre 0 et 2 puissance 10 moins 1, donc entre 0 et 1023. Si je me mets à ma température minimum, celle qui m'intéressait dans mon montage de moins 50 degrés, la tension aux bornes du capteur et la tension minimum vaut 2,2 volts, enfin 2,227 volts, et le convertisseur va me donner la valeur numérique 455. Pareil à l'autre extrémité, pour 250 degrés, la tension aux bornes du capteur, qui est la tension max du coup, vaut 3,3 volts avec une conversion analogique numérique qui va me donner 675. Alors le convertisseur analogique numérique, il est sur 10 bits, donc théoriquement il doit pouvoir nous donner 1024 valeurs possibles, et on voit que dans notre exemple ici, on va n'utiliser que 221 valeurs possibles, parce que la plage couverte va de 455 à 675, donc le nombre de valeurs possibles c'est 675 moins 455 plus 1. Et on voit que du coup on a moins de valeurs ici que ce que l'on aurait avec un convertisseur 8 bits qui lui aurait déjà 256 valeurs. Donc la question qu'on peut se poser est, est-ce qu'on a bien choisi la résistance R1? Et donc R1 on l'a fixé assez intuitivement et arbitrairement en disant ben, R1 va lui donner la valeur de R0 à 100 ohms quand la température est au 0 degré C. Alors si on voulait trouver la meilleure valeur possible pour R1, ce serait celle qui maximise l'intervalle VC min à VC max. En fait, plus cet intervalle est grand, plus je vais avoir de valeurs pour coder cet intervalle. Donc ce qui m'intéresse donc c'est la variation entre VC max et VC min que je peux mettre sous la forme delta VC, donc la variation aux bornes du capteur, qui va être une fonction de R1, puisque c'est R1 que je cherche à optimiser, ça va être égal à VC max moins VC min. Donc si je mets ça sous la forme, si je prends la formule du pont diviseur, ça va être VCC entre crochet RC1 sur R1 plus RC1 moins RC0 sur R1 plus RC0, avec RC0 la température, la résistance pour la température minimum de 50 degrés, moins 50 degrés, et RC1 la résistance pour la température maximum de 250 degrés. Donc pour trouver R1, ben, il suffit simplement que je regarde quand la dérivée de cette variation delta VC par rapport à R1, quand cette dérivée est nulle. Donc juste quelques rappels, la dérivée d'une soustraction, donc U moins V' de deux fonctions, c'est égal à U' moins V', et la dérivée d'un quotient de fonction, donc U sur V' va être égal à U'V moins UV' divisé par V carré.
Donc je prends le premier terme ici, RC1 sur R1 plus RC1, et ça me donne, donc c'est la dérivée d'un quotient de fonction, ça me donne en finale, après calcul, moins RC1 divisé par R1 plus RC1 au carré. Je fais la même chose pour le côté RC0, et en finale, la dérivée par rapport à R1 de ma variation de tension et de VCC, le tout entre crochets, moins RC1 sur R1 plus RC1 carré, plus RC0 sur R1 plus RC0 carré, et je veux que ça soit égal à 0, donc VCC va déjà disparaître, et donc j'ai juste à faire apparaître ce terme-là en bas, moins RC1 R1 plus RC0 carré, plus RC0 R1 plus RC1 carré, égal à 0. Donc on va tout développer et tenter de simplifier, et finalement ça se simplifie assez bien. Et ici, déjà je peux faire disparaître ces deux termes ici en 2RC, R1, RC0. Et après, dans la partie qui reste ici, je peux factoriser RC0 moins RC1. Et en final, j'obtiens R1 carré ici qui est égal à RC1 fois RC0. Donc la meilleure valeur possible pour R1, ça va être racine carrée de RC1, RC0, qui sont les deux valeurs extrêmes de résistance. Donc si je calcule ça, j'aurai RC1 qui vaut, sur le rappel, ce qu'on a fait avant, qui vaut 194 ohms pour 250 degrés C, et de l'ordre de 80 ohms pour moins 50 degrés. Et donc j'obtiens R1 qui vaut sensiblement 125 ohms. Donc du coup, les valeurs affichées sur le convertisseur analogique numérique vont aller de 400 à 622. Et au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, 221 valeurs possibles, là c'est à peine un peu mieux, j'ai 223 valeurs possibles, et on se rend compte que, sans avoir fait ce calcul, le fait d'avoir pris intuitivement R1 égale 100 ohms, égale la valeur R0, la valeur du capteur pour la température T égale 0 degré C, finalement c'était pas si mal que ça, on n'était pas loin de l'optimal. Maintenant, si on avait choisi R1 égale 1 kΩ, en fait pourquoi choisir une plus grande résistance? Simplement pour diminuer le courant dans le montage et limiter ainsi l'effet Joule qui lui va venir en perturbation de la température du capteur. Si le courant chauffe le capteur, on mesure à la fois cet échauffement et la température extérieure, donc c'est pas quelque chose qui est souhaité. Donc dans ce cas-là, on aurait eu VC min qui valait 0,37 volts, VC max 0,81 volts, et la valeur numérique en sortie du convertisseur analogique numérique serait allée de 76 à 166, qui faisait simplement 91 valeurs possibles. Donc là, ça aurait été une grosse erreur de mettre R1 égale 1 kΩ, d'où l'intérêt de faire ce petit calcul-là pour vérifier si notre choix pour R1 est finalement bon ou pas bon. Et bon, si vous refaites le calcul en inversant R1 et R de T dans le pont de diviseur de tension, vous aurez exactement le même résultat. Nous allons maintenant passer à une autre forme d'alimentation du capteur, qui est un peu plus compliquée, mais qui présente certains intérêts, c'est l'alimentation en courant. Alors on rappelle la méthode précédente avec le pont diviseur de tension. La tension qui variait en fonction de la température, donc Vc de T, elle est non linéaire, même si R de T est linéaire, tout simplement parce que le pont diviseur de tension s'exprime sur la forme Vc de T égale VCC, l'alimentation du pont, R de T fois la valeur du capteur, la résistance du capteur en fonction de la température, sur R1 plus R de T, et c'est ce R de T en rouge ici au dénominateur qui nous pose problème. Alors il y a une solution à ça, c'est d'alimenter directement le capteur avec une source de courant constant. Donc le courant I étant constant, on applique simplement la loi d'Ohm, et la tension Vc de T au bord du capteur, c'est simplement égal à I fois R de T, et du coup on conserve dans Vc de T la linéarité que l'on avait sur le capteur. Alors, l'alimentation en tension, donc l'alimentation d'un pont diviseur de tension, c'est super facile. Il suffit d'avoir une batterie, ou mieux une carte Arduino qui nous donne un plus 5 volts ou un plus 3,3 volts, et ça nous permet d'alimenter le pont diviseur de tension. L'alimentation en courant est un peu plus complexe, quoique une alimentation en tension qui serait constante, c'est compliqué aussi. Et donc il faudra délivrer un courant constant, quelle que soit la charge. Donc en gros, quelle que soit la valeur de R de T, donc la valeur de résistance du capteur qui va varier avec T, il faut que le courant qui alimente ce capteur soit constant. Donc il y a plusieurs schémas pour arriver à ça. Il y a un schéma qui est assez intéressant, c'est le schéma de Holland, donc ça s'appelle le current pump. Donc c'est une pompe à courant
qui permet de sortir un courant constant et un montage qui est assez intéressant selon les documents techniques de Texas Instruments. C'est un montage avec 2 amplificateurs opérationnels. Et donc le montage ressemble à ça. On a 4 résistances R ici. On a une résistance Rx qui va servir à calculer le courant. On retrouve RC ici, la résistance de notre capteur. Ça pourrait être, dans notre cas, du coup, RC de grand T, parce que RC va varier avec la température. Et ici, on a un second ampli op sur la boucle de réaction du premier ampli drop. Donc on va considérer que les 2 ampli op fonctionnent de manière linéaire. Donc pour l'ampli op numéro 1, on fait comme on fait d'habitude. On va estimer l'équation de l'entrée V+, estimer l'équation de l'entrée V-, et comme on considère que l'amplificateur opérationnel fonctionne de manière linéaire, on va faire V+ égale V-. Donc V+, on applique Millman. En V+, on a simplement défini une tension intermédiaire qui nous intéresse, qui s'appelle VA. Donc en V+, je vais avoir VA qui arrive à travers R et V1 qui arrive aussi à travers R. Et donc tout ça, les R se simplifient et V+ va être égal à VA plus V1 sur 2. En V-, c'est exactement pareil, sauf que la tension intermédiaire qui nous intéresse, c'est VB. Et donc en V-, on va avoir VB plus V2 sur 2 avec exactement le même montage que ce que l'on a en V1. Et si on fait donc V+ égale V-, car le montage est linéaire, on a VA plus V1 égale VB plus V2. Donc ça, c'est ce qui sort de ce montage en bas. L'ampli op qui est au-dessus, c'est un suiveur. Donc on rentre ici sur l'entrée plus et on reboucle sur l'entrée moins. Donc là, sa sortie est relativement simple à calculer. En V+, ici, on a ce qui arrive, on a un pont diviseur avec la résistance du capteur et la résistance Rx et l'alimentation VB. Donc ça va être VB, bon là c'est mis sous forme Millman, mais on met directement sous forme d'un pont diviseur. VB facteur de RC sur RC plus Rx. Donc ça me donne la tension ici à l'entrée plus de l'amplificateur 2. À l'entrée moins de l'amplificateur 2, c'est encore plus facile. Je retrouve la tension VA, il n'y a rien d'autre. Et donc en finale, si V+ égale V-, j'ai VA qui est égal à VB fois RC sur RC plus Rx. Donc maintenant, le courant ici qui va de VB jusqu'à la masse à travers les résistances Rx et RC, c'est un courant que je vais baptiser I, et c'est ce courant qui devra être constant. Et son équation va être donnée par VB égale RL plus Rx fois I. Il n'y a pas de courant qui passe ici parce qu'on considère l'ampli op parfait, et donc l'impédance ici est très 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 élevée, donc le courant est vraiment très 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 faible et on peut le négliger. Donc comment je passe à VB puis ensuite à I? Je reprends les formules de mes 2 ampli op, et donc à partir de la première, je peux dériver VB en fonction de VA, de V1 et de V2. Et donc du coup, je remplace par la valeur de VA que j'avais dans l'équation du second ampli op ici. Je mets tout ça ensemble, il y a des choses qui se simplifient, le RC se simplifie ici, et en finale, j'obtiens VB facteur de Rx sur RC plus Rx égale U1 plus U2. Et je me rappelle que dans la question précédente, j'avais I est égal à VB sur RC plus Rx. Donc I fois Rx va être égal à U1 moins U2, et j'obtiens l'équation de I ici qui est égale à U1 moins U2 divisé par Rx. U1, U2 sont des constantes, Rx est une constante aussi, il faudra que je définisse ces 3 constantes pour définir I. Alors par exemple, si je définis U1 égale 5 volts, U2 égale 0 volts et Rx égale 500 ohms, j'obtiendrai un courant constant I égale 10 mA dans mon capteur. Nous allons maintenant aborder le conditionnement, c'est-à-dire le circuit électronique que l'on va ajouter pour que la conversion analogique numérique soit la meilleure possible, c'est-à-dire qu'on utilise l'ensemble des valeurs numériques possibles. Pour cela, on va avoir besoin de 2 termes, de 2 éléments qui sont l'offset et le gain.
Alors si on revient à la définition de la conversion analogique numérique, en entrée on a une plage de tension analogique qui va aller de 0 à une tension maximale que l'on appelle Vref ou tension de référence, donc toutes les valeurs mesurées aux bornes du capteur, toutes les tensions mesurées aux bornes du capteur vont être entre 0 et Vref. Et si on utilise toute cette plage, on va pouvoir utiliser 2 puissance n valeurs qui vont de 0 à 2 puissance n moins 1. Donc on va voir maintenant comment pouvoir utiliser l'ensemble des 2 puissance n valeurs. On a vu dans les exemples précédents qu'on n'en utilisait qu'une partie. Donc on rappelle notre capteur de température, donc le capteur PT100, une sonde de résistance de platine de 100 ohms à 0 degré. Pour la température T égale T min, la résistance vaut RC0. Pour une température T égale T max, la résistance vaut RC1. On place cette résistance RC de T dans une alimentation par un courant constant petit i, et donc la tension aux bornes du capteur Vc de T est égale à I fois Rc de T, ce que l'on a vu juste avant sur l'alimentation par un générateur de courant constant. Donc cela nous donne Vc min, la tension minimum au bord du capteur, qui est égale à I fois Rc0, et la tension va être comprise entre cette valeur Vc min et la valeur Vc max, qui est égale à petit i, qui est constant, fois Rc1. Donc en général, dans la plupart des cas, Vc min est supérieur à 0, car Rc0 est supérieur à 0, et Vc max est inférieur à Vref. Bon, on va voir que ce n'est pas forcément une condition importante, mais en général, c'est plutôt comme ça. Donc ici, sur l'échelle des tensions, je vais de 0 à Vref, et si je vais bien de 0 à Vref, je vais bien aller en sortie de 0 à 2 puissance n-1, et donc utiliser les 2 puissance n valeurs. Là, ce qu'on vient de voir, c'est que Vmin il est supérieur à 0, donc en fait la conversion va commencer en pratique à Vmin et se terminer à Vmax. Et toutes les zones en rouge ici ne sont pas utilisées, donc me pénalisent parce que j'ai un convertisseur qui est capable de convertir sur 2 puissance n valeurs et je vais utiliser qu'une partie de cette conversion. Donc pour utiliser les 2 puissance n valeurs, il faudra définir un offset. En gros, ça veut dire que sur la figure d'avant, Vmin doit, après application de cet offset, arriver à 0. Donc Vmin moins Voffset doit être égal à 0. Et il faut un gain A qui fait en sorte que ce gain A fois Vmax moins Vmin soit égal à la tension Vref. Donc là, ça veut dire que la plage Vmin moins Vmax va couvrir de 0 à Vref. Et donc, on va utiliser comme schéma de principe un amplificateur différentiel à 1 AOP que l'on a vu et dont on a calculé la fonction lors du TD numéro 2. Donc, en entrée de cet amplificateur différentiel, on a côté positif la tension qui vient de notre capteur, qu'on a mesurée aux bornes de notre capteur, et sur l'entrée négative, on va mettre la tension d'offset. Le gain va être simplement entre le rapport des résistances ici à l'entrée et ces deux résistances ici. Donc, si on reprend, vous n'avez pas besoin de la redémontrer, si on prend la formule de ce montage, la tension Vout ici en sortie va être égale à AR sur R, puisque j'ai la même chose des deux côtés, parenthèse, Vc de T moins Voff. Et donc si le R se simplifie, donc Vout va simplement être égal à A fois Vc moins Voff. Donc quand Vc de T est égal à Vmin, Vout va être égal à A fois Vmin moins Voff, et Vmin moins Voff, on l'a vu au-dessus, c'est la définition même de l'offset, ça vaut 0. Donc du coup, quand je serai à la température minimum, j'aurai en sortie ici Vout 0. Quand je serai à la température maximum, Vc de T vaudra Vmax, et donc Vout va être égal à A Vmax moins Voff, et du coup, ça sera égal à A Vmax moins Vmin, si on reprend pareil la définition de l'offset, et ça, ce sera égal à Vref, c'est la deuxième ligne, la définition du gain. Donc du coup, si je fais ça proprement, ça va marcher. Au lieu d'aller de Vmin à Vmax, je vais aller de 0 à Vref. Donc il me reste à déterminer Voff et à déterminer A. Donc on peut utiliser, alors c'est pas le montage le plus optimal, mais on peut utiliser ce type de montage. On va calculer Voff ici à partir de deux résistances R1 et R2
et que l'on va alimenter à plus VCC d'un côté et moins VCC de l'autre, et au milieu des deux, on aura la tension Voff. Après, on met un suiveur ici pour ne pas que les résistances R3 et R4 interviennent sur le calcul de Voff. Donc le suiveur va nous isoler ce qui se passe ici de ce qui se passe là. Pour la mesure de notre capteur, on va faire la même chose. On voit ici notre alimentation en courant, on a la tension VC de T ici, et on met un suiveur ici pour ne pas que ce qui se passe après vienne nous perturber, surtout pas que R3 et R4 viennent se mettre en parallèle avec RC de T. Et donc on a la tension VC de T ici en sortie du suiveur. Et là on retrouve le montage que l'on en avait à la page d'avant. Et donc Vout va être égal à R4 sur R3, VC de T moins Voff. Donc on va essayer de calculer l'offset qui est relativement simple. Hein. Quand j'ai 0, Vout vaut 0 quand j'ai la température min. Et donc R4 sur R3 fois VC min moins Voff, ça doit faire 0. Donc on l'a, hein, c'était quasiment ce qui nous avait permis de le définir. Voff qui va être égal à VC min. Donc là, c'est relativement simple. Après, Vout va être égal à Vref quand j'ai la température max, qui va être égal à R4 sur R3, VC max moins Voff. Donc je connais Voff, puisque je l'ai déterminé au coup d'avant, c'est VC min. Donc ça va être égal à R4 sur R3, VC max moins VC min. Et donc je trouve le gain A, qui est égal à R4 sur R3, qui va être égal à VC max moins VC min sur Vref. Alors, on ne se fatigue pas à la vie, on définit R3, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas ni R3 ni R4, c'est le rapport des deux. On fixe R3 à une certaine valeur, et on fait R4 égale R3 Vref sur VC max moins VC min. Donc maintenant, il reste la question, comment je calcule la tension d'offset à partir de résistances R1, R2 et des alimentations plus VCC et moins VCC. Donc je mets ce circuit-là sous une forme Millman. Donc j'ai Voff, j'ai VCC qui arrive à travers R1, hein, si je me rappelle, c'est comme ça, VCC arrive dans Voff à travers R1, et moins VCC arrive à Voff à travers R2. Donc ça fait en Millman ce type de schéma, et donc Voffset est égal simplement, on applique Millman, VCC sur R1 moins VCC sur R2, sur 1 plus R1 plus 1 sur R2, et donc ça fait, après simplification et mise au même dénominateur, R2 moins R1 VCC sur R2 plus R1. Donc pareil que pour tout à l'heure, le rapport des résistances R3 et R4, là ce qui va nous intéresser, c'est Voff. Donc on fixe R1, on a Voff que l'on veut être égal à VC min. Donc VC min R2 plus R1 égale VCC R2 moins R1. En fait, je prends simplement la formule que j'avais trouvée ici, Voff égale R2 moins R1 fois VCC sur R2 plus R1. Et donc, du coup, j'extrais R2, qui va être égal à moins VC min moins VCC sur VC min moins VCC fois R1. Bon, si on réorganise un peu les signes pour qu'il y ait moins de moins, ça donne ce genre de choses. Et on a R2 est égal à R1, VCC plus VC min sur VCC moins VC min. Donc, on peut prendre un exemple. Donc c'est toujours le même exemple, hein, avec température minimum égale moins 50 degrés, température maximum 250 degrés. On a les valeurs de VC min et VC max. On fixe R1 égale 50 kΩ, VCC égale 15 volts, on reprend les tensions d'alimentation des AOP. Et on a R2 qui va être à 50,54 kΩ. Et pareil pour R3, on fixe Vref égale 5 volts, R3 on le fixe à 1 kΩ, et ça nous donne R4 égale 44 kΩ. Nous allons maintenant tester ce montage sur le simulateur SimulIDE. Donc on va commencer par la tension d'offset. Donc là je démarre ici, le capteur est à 100 degrés, donc je vais mettre à la valeur minimum qui est de moins 50 degrés. Donc VC min ici est à 80,3 volts, et donc je vais m'arranger ici pour définir R2 en fixant R1 égale 50 kΩ. Je définis R2 pour que la tension d'offset ici soit de 80,3 millivolts. On voit que on a pris des approximations sur les résistances et on a une erreur de l'ordre de 2 millivolts. Donc une fois que l'offset est défini, je définis le gain ici, hein, comme on l'a calculé. La valeur de la résistance R3 est fixée à 1 kΩ et R4 va être égal à 44 kΩ. Et donc en finale,
La tension VRF est définie ici comme étant 5 volts. Donc le convertisseur analogique numérique va convertir entre 0 et 5 volts sur 8 bits. Quand je suis à 0, la valeur hexadécimale, ça va être 0,0. Et quand je suis à 5 volts, pour que ce soit idéal, il faudrait que j'ai FF 255. Et là, on voit que ça marche quasiment bien. J'ai pas tout à fait 5 volts, j'ai 4,993 volts et j'ai FE au lieu de FF. Et si je reviens à 0 ici, j'ai 0,0 et je suis à 10 millivolts en dessous du 0. Et donc, du coup, j'utilise toute la plage du convertisseur analogique numérique, donc de 0,0 à FF, donc de 0 à 255, ou 2 puissance n-1, n égale 8, donc 256 1. Et donc j'ai un capteur qui utilise, grâce à ce conditionneur avec gain plus offset, l'ensemble des valeurs numériques possibles que peut me donner le convertisseur analogique numérique. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un conditionneur linéaire avec une alimentation en tension, donc on n'aura pas les problèmes de non-linéarité que l'on avait avec le montage simple du pont diviseur de tension. Donc ça peut concerner la question facultative à la fin du TD3, où on cherche à proposer un conditionneur pour conversion analogique numérique qui soit plus simple et donc qui ait besoin de moins d'amplificateurs opérationnels. Donc on va prendre un montage assez simple et on retrouve un peu les ingrédients du montage d'avant avec le gain et l'offset. On a une résistance R3, une résistance R4, une résistance R1 et R2. On a des alimentations symétriques moins VCC et plus VCC. Et ce que l'on cherche, c'est à déterminer une tension Vout qui dépendrait linéairement de l'une de ces 4 résistances. Donc, si on regarde le schéma, on est dans un schéma classique d'amplificateur opérationnel linéaire. On a une boucle de contre-réaction. Donc, méthode classique, on estime l'équation de V+, l'équation de V-, et comme c'est linéaire, on fait V+ égale V-. Donc là, on peut appliquer Millman pour V+, et donc avec les tensions ici, moins VCC à travers R1 et plus VCC à travers R2. On applique Millman pour V- avec Vout qui passe à travers R4 et moins VCC qui arrive à travers R3. Et donc quand on simplifie un peu, ça donne ces deux équations-là pour V+, et pour V-. Donc après, on fait V+ égale V-, on développe tout ça, et on essaie de trouver des termes simplificateurs. Alors c'est pas hyper simplifiable, et à la fin, on tombe sur Vout égale VCC divisé par R3 sur R2 plus R1, le tout entre crochets, facteur 2 entre crochets 2 R1 R4 plus R3 facteur de R1 moins R2. Et donc, si on met ça un peu sous forme affine, on va se rendre compte que Vout est une fonction affine de R4, donc c'est un peu ce qu'on cherchait, et on va mettre notre capteur RC de T à la place de R4. Et on va calculer les autres éléments du montage, donc R1, R2 et R3, ici, pour que ça fasse la même fonction que ce qu'on a fait précédemment, que ça nous donne le bon offset et le bon gain pour que, en conversion, en fait, analogique numérique, Vout puisse aller de 0 à Vref. Et le conditionneur, du coup, est parfaitement linéaire. Donc, on l'a dit, donc R4 va être égal à RC de T. On peut se simplifier un tout petit peu la vie parce que l'équation est compliquée. On peut dire, tout en gardant la généralité, que R2 est égal à alpha R1, puisqu'en général, on fixe R1 et on cherche R2 à partir de R1 qui est fixe. Donc il me reste à trouver dans cette équation la valeur de alpha et la valeur de R3. Donc si je remplace dans l'équation de Vout précédente R2 par alpha R1, les R1 naturellement se simplifient et il me reste des alphas. Donc après je fais comme précédemment, quand j'ai la température T qui vaut la température min, la résistance RC de T vaudra RC0 et il faudra que Vout soit égal à 0. À T égale T max, la résistance du capteur RC de T vaut RC1 et je voudrais que Vout soit égal à Vref. Donc si je reprends l'équation du dessus et que je fais un système de deux équations, j'ai un système de deux équations à deux inconnus, alpha et R3. Et donc
je peux le résoudre de la manière que je veux. Donc là, on va faire par substitution. Donc on va, à partir de la première équation, quand Vout est égal à 0, on va exprimer R3 qui va être égal à moins 2 RC0 sur 1 moins alpha. On remporte cette valeur de R3 dans la seconde équation. Et en développant tout ça et en simplifiant, on obtient Vref RC0 facteur de 1 plus alpha moins VCC 1 moins alpha RC0 moins RC1 est égal à 0. J'isole alpha de cette équation et j'obtiens un terme finalement assez compliqué. Alpha est égal à moins Vref RC0 plus VCC RC0 moins RC1 divisé par Vref RC0 plus VCC RC0 moins RC1. Donc on voit que ça semble compliqué, mais on a juste un changement de signe entre numérateur et dénominateur pour ce premier terme. Et donc je rappelle R3 que j'avais trouvé du but qui est égal à moins 2 RC0 sur 1 moins alpha. Donc quand j'ai calculé alpha, je calcule R3. Donc on va vérifier ça sur le simulateur. Donc on prend nos valeurs habituelles. Tmin égale moins 50 degrés, Tmax 250 degrés. Résistance min RC0 de 80 ohms à peu près. RC1 de 194 ohms qui est la résistance maximum. VCC, je le prends à 15 volts, qui est la tension d'alimentation de mes amplificateurs opérationnels. Vref va être égal à 5 volts, qui est la tension par exemple classique d'une carte Arduino. Donc en faisant l'appli numérique, on tombe alpha égale 1,615. Donc si on fixe R1 à 100 kΩ, R2 va être égal à 161,5 kΩ. Et R3, quand je reprends le calcul de la page précédente, va être égal à 261 ohms. Nous allons maintenant vérifier tout cela sur le simulateur SimulIDE. Donc on retrouve ici R1 égale 100 kΩ, R2 égale 161,5 kΩ, les tensions moins VCC plus VCC, la résistance R3 qui vaut 261 ohms. Et donc là, je démarre le montage avec la température min de moins 50 degrés et je devrais être proche de 0,0 sur les afficheurs. Voilà, j'ai 2 mV en sortie ici, donc je suis à 0. Donc maintenant, si je mets 110 degrés ou 100 degrés, j'obtiens 82 en hexadécimal, qui est à peu près à la moitié de l'échelle. Donc je garde bien le comportement linéaire. Et si je vais à 250 degrés, donc j'ai 2,5 volts, en fait, je devrais avoir, j'ai 2,56 volts et je devrais avoir 2,5 si c'était exactement parfait. Et donc là, je vais essayer d'avoir 5 volts à 250 degrés. Donc j'ai un petit peu plus de 5 volts, j'ai 5,04 volts. Et donc du coup, j'obtiens la valeur FF. Donc là, j'ai un montage qui fonctionne parfaitement. Il fonctionne aussi bien que celui qui est avec les 3 amplificateurs opérationnels qu'on avait fait précédemment et qui n'utilise qu'un seul amplificateur opérationnel et qui conserve la linéarité du capteur. Au cours de cette vidéo, nous avons vu différentes méthodes pour conditionner le capteur de température PT100. Donc on rappelle, c'est un capteur dont la résistance varie linéairement avec la température. Alors, les méthodes que l'on vient de voir s'appliquent à tous les capteurs résistifs linéaires, donc tous les capteurs qui peuvent se mettre, dont l'équation peut se mettre sous la forme résistance de M, donc la valeur à mesurer, égale à A fois M plus B. M étant le mesurant, donc ce qu'on mesure. Il faut que la sensibilité A ne soit pas trop faible parce que sinon ça va nous obliger à avoir un gain qui va être très très grand. Et donc dans ce cas-là, si A est faible, on le verra lors du TD5, on va utiliser une autre approche qui consiste à mettre le capteur dans un pont de Whetstone et à utiliser un amplificateur d'instrumentation qui lui est prévu pour les forts gains, c'est-à-dire si on doit beaucoup amplifier ce qui sort du capteur. Merci de votre attention.